Radio J, réponse sans tabou, Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs, soyez tous les bienvenus si vous nous rejoignez sur Radio J. Aujourd'hui, pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Arfi. Bonjour. Bonjour Rafi. Alors je rappelle Jonathan Arfi que vous êtes le vice-président du CRIF et qu'à ce titre, nous allons réfléchir sur l'actualité du CRIF aujourd'hui. À la veille de son 36e dîner en présence du chef de l'État Emmanuel Macron, nous parlerons aussi du rapport infamant d'Amnesty International qui fait d'Israël un État d'apartheid. Tout d'abord, Jonathan Arfi, quelques mots sur l'actualité aujourd'hui du CRIF et sur la préparation du dîner. Vous en attendez quoi très précisément ? Vous savez, ce dîner annuel du CRIF, qui n'a pas pu se tenir les 2 dernières années à cause de la situation sanitaire, est une forme de rituel républicain. Il reprend au fond l'idée qu'il y ait un moment de rencontre dans la République, avec le président de la République, mais aussi énormément d'élus de tous bords, de la majorité et de l'opposition, et qui vont au fond faire le point sur les questions liées au monde juif. C'est évidemment la question principalement de l'antisémitisme. C'est un moment où au fond la République vient se regarder au miroir de son altérité avec dans le regard de la communauté juive. C'est un moment important pour la communauté chaque année parce que c'est un moment privilégié par le président de la République pour faire des annonces. Je rappelle par exemple que lors du dernier dîner en 2019, Emmanuel Macron avait annoncé à ce moment-là qu'il endossait la définition de l'IHRA sur l'antisémitisme, qui était un moment important politiquement. Et donc, l'idée de ce dîner, c'est de pouvoir avoir cet échange de manière publique, aux yeux et aux vues de tous, avec le président de la République sur nos questions qui sont évidemment les préoccupations des Juifs de France. Alors, je rappelle pour les auditeurs qui découvrent peut-être ce 36e dîner, c'est que d'abord c'est 1 millier de personnalités qui sont présentes, et ça, des hommes de médias, des hommes de foi, des responsables politiques, des dirigeants d'associations, tout le reflet de tout ce qui est, disons, la société française, politique, médiatique, universitaire, est présente au dîner du CRIF. Pourquoi les gens se bousculent pour être dans le dîner du CRIF ? Alors, vous savez, d'abord, la fonction de ce dîner, c'est le lien, je le disais, avec les instances politiques, les dirigeants politiques, mais c'est effectivement, vous le disiez très bien, le lien avec la société civile. Le rôle du CRIF, c'est de créer, au fond, de la porosité, du dialogue entre la communauté juive et la société française. Et pour que ce dialogue soit le plus vivant possible, il faut qu'il y ait des espaces de rencontre. Le dîner du CRIF est un de ces espaces. Effectivement, seront présents énormément de responsables associatifs, syndicaux, politiques, des personnalités de la vie culturelle, de la vie économique, et ainsi de suite, qui vont pouvoir échanger avec des responsables de la communauté juive. Vous avez décidé... Pourquoi ils se bousculent ? Pourquoi ils veulent venir ? Parce qu'ils savent que, au fond, c'est un lieu sans équivalent. Il n'y a pas d'équivalent à ça ailleurs dans la communauté. C'est le rôle dévolu au CRIF qui, je le rappelle, est une instance fédérative. On n'a jamais vu autant de personnalités au mètre carré que dans les dîners du CRIF. Alors, il y a un comparable, si on veut regarder les choses autrement. Par exemple, le salon de l'agriculture. Vous regardez le salon de l'agriculture, vous avez là aussi l'ensemble du gouvernement, l'ensemble de la société française qui y défile pour, au fond, une population qui n'est pas beaucoup plus nombreuse que les Juifs. Mais je crois que pour le salon de l'agriculture, plus sérieusement comme pour le dîner du CRIF, si ce dîner est important, c'est parce que ce n'est pas une question numérique. Ce n'est pas que les Juifs sont nombreux dans la société française. C'est pas pour ça que ce dîner est important. Ce dîner est important parce que c'est des questions symboliques. Au fond, pour la République, c'est un moment où elle se regarde au miroir de l'histoire de la Shoah, au miroir de la question de l'antisémitisme, au miroir de l'altérité et des minorités religieuses, et en l'occurrence du judaïsme. Voilà. Et c'est ce sujet-là qui fait la légitimité un peu historique du dîner du CRIF. Alors, traditionnellement, depuis toujours, le CRIF se refuse d'inviter les extrêmes. Et cette année, vous avez fait savoir que vous n'inviteriez ni Jean-Luc Mélenchon, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour. Et ça répond à quelle logique dans le cadre du CRIF ? Beaucoup d'auditeurs s'interrogent pourquoi cet ostracisme à l'égard des hommes politiques. Alors, d'abord, je note que les critiques sont cette année encore plus marquées parfois à cause du cas d'Éric Zemmour spécifiquement, mais pour nous, il rentre dans un cas plus général, qui est le cas de l'extrême gauche et l'extrême droite. On a toujours refusé d'inviter au dîner du CRIF les acteurs qui n'étaient pas dans le champ républicain, pour le dire dans ces termes. Ça, c'est le premier point. D'abord, c'est une question de valeur par rapport à ce qu'est le CRIF, ce qu'est son histoire, ce que sont ses valeurs et au fond, ce que nous cherchons à infuser, irriguer dans la société française. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que
le dîner du CRIF n'est pas une cérémonie officielle. Ça reste un moment privé organisé par une association, le CRIF, qui représente effectivement des institutions juives et qui choisit d'inviter à sa table ceux avec qui il a envie de discuter, d'avoir un dialogue. Pense-t-on sérieusement que ce serait pertinent que le CRIF ait un dialogue avec Marine Le Pen, avec Éric Zemmour ou avec Jean-Luc Mélenchon? Leurs positions sur les sujets qui nous tiennent à cœur sont connues. Les désaccords sont, j'allais dire, cristallisés. Il n'y a rien à tirer d'un échange avec le Rassemblement national, avec Éric Zemmour ou avec Jean-Luc Mélenchon. Nous le savons avant même de commencer. Ils n'ont donc rien à faire à la table du dîner du CRIF. Il s'agit d'ostraciser personne en tant que tel, mais tant que ces personnalités-là ont ces déclarations-là, elles ne seront évidemment pas les bienvenues au dîner du CRIF. Tant qu'elles ne sont pas dans le champ républicain, on n'a pas de dialogue à établir avec eux. C'est ce que dit le CRIF. Tout à fait, exactement. Alors, Yonatan Arfi, depuis quelques semaines, règne un malaise très perceptible dans la communauté, reprochant notamment au CRIF ses positions, ses réactions politiques, notamment dans le cadre de cette campagne présidentielle, mais aussi sa frilosité. Vous comprenez cet état d'esprit ou vous dites simplement c'est exagéré? Pas de réaction concernant Jadot. Pas de réaction. Alors, d'abord, il faut revenir sur un point. Il y a en France une défiance institutionnelle généralisée. Les Français, dans leur ensemble, ont effectivement, vis-à-vis de leurs représentants politiques, syndicaux, associatifs, de manière générale, une forme de rupture de confiance. Voilà. La communauté est aussi marquée par ce phénomène-là et nous tâchons le mieux possible de répondre à ce fossé qui a pu parfois se creuser. Ce que je pense quand même, c'est qu'il faut connaître la vie du CRIF. Le CRIF est une fédération de 75 associations différentes qui représentent l'ensemble du spectre de la vie communautaire. L'Assemblée générale du CRIF réunit 250 délégués qui discutent, votent, qui au fond en font une structure extrêmement démocratique. Il y a un pluralisme à l'intérieur de la vie du CRIF qu'on ne soupçonne pas de l'extérieur. Et ça, c'est un point qu'il faut quand même souligner pour nos auditeurs. Et puis le dernier point que je voulais souligner, c'est que nous devons être fidèles à ce que sont les intérêts et les valeurs des Juifs de France. Et ça nous oblige aussi à avoir un peu de recul et de hauteur historique. J'entends que certains sont sensibles aujourd'hui à des discours populistes. Ça n'est pas l'ADN de la communauté juive de France. Où en sera la communauté dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans? Je n'en sais rien, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que nous sommes héritiers d'une histoire récente qui nous oblige, et nous avons une responsabilité dans la société française. Notre voix est attendue, et sur ces sujets-là, nous devons d'une certaine manière aussi montrer l'exemple. Alors, donc, pour rebondir sur ce que vous dites, simplement, on va rentrer dans les détails, mais en juin prochain aura lieu l'élection d'une nouvelle équipe, d'un nouveau président du CRIF. Beaucoup d'entre nous y voient tout d'abord une dynamique et une vitalité démocratique du CRIF, mais aussi un sentiment d'inquiétude pour l'avenir face au réveil des vieux démons de l'islamisme, de l'antisémitisme. Vous entendez cette inquiétude pour compléter votre analyse? Mais vous savez, le CRIF a été, je pense, la structure qui a le plus puissamment dénoncé la montée de l'islamisme dans ce pays. Je rappelle, pour ceux qui l'ont oublié, que c'est au cours d'un dîner du CRIF, en 2002 ou 2003, que Roger Kuckerman, alors président du CRIF, avait déclaré et avait dénoncé l'alliance rouge-brun-vert pour dénoncer ce qu'on appelle maintenant communément l'islamo-gauchisme. Il fallait être visionnaire et courageux pour le faire il y a 20 ans, pour à ce moment-là monter contre, au fond, une bien-pensance qui considérait qu'il valait mieux regarder ailleurs. C'est le CRIF qui a eu le courage institutionnel et politique. Il en a d'ailleurs payé le prix. Il a été ostracisé aussi, le CRIF stigmatisé pour avoir osé dénoncer plus fortement que d'autres la montée de l'islamisme. Et l'ensemble des présidents successifs, et je veux leur rendre hommage, que ce soit Roger Kuckerman, Richard Prasquier, Francis Khalifa, jusqu'à présent, ont toujours dénoncé avec fermeté l'antisémitisme lorsqu'il émergeait dans le débat public, et ce nouvel antisémitisme. Et évidemment, pour les présidents précédents, Henri Aschenberg, Jean Kahn, c'était d'autres défis à d'autres moments. Mais vous savez, quand on est responsable au CRIF, on a conscience de la responsabilité qui pèse sur nos épaules. D'abord, c'est un devoir de lucidité. Il faut évidemment garder en tête en permanence que
l'objet... Ce qu'il faut dire aux auditeurs, Jonathan Arfi, c'est qu'il y a beaucoup d'analyses au sein des comités directeurs du CRIF, de l'exécutif, et les déclarations ne sont pas faites à l'emporte-pièce. Il y a une maturité politique, une vigilance, et on pèse les mots. On ne peut pas répondre à tout, etc. Mais qu'il y a un sens de la responsabilité politique, de représentatif du judaïsme français à l'égard de la République. C'est bien ça? Exactement. Il y a au sein du CRIF, évidemment, pour rappeler les instances, une assemblée générale, un comité directeur qui se réunit, lui, tous les mois, avec à peu près 70 membres, un bureau exécutif d'une quinzaine de membres qui se réunit, lui, toutes les semaines, et le président est entouré de 3 vice-présidents, d'un trésorier, pour, avec lui, aussi accompagner la réalisation de l'action du CRIF. Mais je reviens fondamentalement sur le... C'est pour ça que le CRIF est respecté par les pouvoirs publics. Je crois que le CRIF est respecté par les pouvoirs publics, d'abord et avant tout parce que c'est justement cette capacité à être en dehors des questions politiciennes. Ils savent que lorsque le CRIF monte au créneau sur un sujet pour dénoncer un phénomène nouveau, et je prends le cas de l'islamisme lorsqu'il a émergé. C'est pas banal. Ils savent qu'on le fait parce que c'est une réalité qui heurte les Juifs de France et que nous considérons que c'est un sujet qui doit être un sujet de préoccupation nationale. Quand on est responsable d'une institution juive, on garde en permanence en tête cet impératif-là, le fait de devoir aux électeurs et derrière du CRIF, mais au-delà à l'ensemble de la communauté, ce devoir d'intégrité morale et politique. Nous sommes en permanence animés par le fait de dire la vérité, de dire ce que nous voyons sous nos yeux, de le dire fermement, de le dire poliment, parce que je pense qu'à ce moment-là, ça peut être mieux entendu que si nous employons d'autres types de méthodes, mais parce que c'est le rôle du CRIF de travailler dans le milieu politique et que ce sont les codes de ce milieu-là. Mais l'impératif d'un dirigeant communautaire, c'est de garder en permanence sa capacité de vigilance ouverte. Voilà. Mais pourquoi cette analyse, Jonathan Arfi, pourquoi ce regard n'est pas connu de la grande majorité de nos concitoyens français juifs? Pourquoi c'est dû à la mauvaise communication? Alors d'abord, vous savez, le CRIF est parfois caricaturé parce que, comme je le disais, en France, on aime détester ses représentants de manière générale, et c'est pareil avec nos hommes politiques, on les maltraite, parfois à raison, et au fond, c'est un peu le même phénomène qui se joue aussi parfois vis-à-vis des institutions communautaires. C'est le cas pour le CRIF, mais c'est le cas aussi pour d'autres organisations. Ça, c'est le premier point. Après, que notre manière de, faire connaître ce que nous faisons au quotidien puisse être améliorée, c'est une évidence. Comme toutes les organisations, la communication du CRIF peut sans doute être mieux partagée, mieux diffusée, portée plus loin. Voilà. Je rappelle aussi que nous souffrons aussi d'un point structurel, c'est que le CRIF n'est pas une association directe. Il n'y a pas d'individus citoyens juifs français qui sont membres directement du CRIF. Le CRIF est une fédération d'associations. Donc forcément, elle se tient techniquement un peu plus loin. Au-dessus de la mêlée. Puisque c'est une fédération d'associations. Nous fédérons 75 associations différentes. Celles-ci font remonter aussi, via leurs dirigeants, les problématiques qu'elles rencontrent sur le terrain. Et c'est au CRIF que s'élabore une stratégie collective pour la communauté. Comment on pourrait, mieux faire connaître l'action du CRIF? Il y aurait 1000 idées sur la question, bien sûr. Je crois qu'il faut aussi rappeler que le CRIF est une œuvre collective. On voit beaucoup, évidemment, le président du CRIF. Il porte sur ses épaules une responsabilité les institutions représentées au sein du CRIF, est-ce qu'elles font leur terrain pour reproduire sur le terrain ce qui est décidé à l'exécutif? Est-ce que ça fonctionne dans les deux sens. À la fois, la direction et le président du CRIF, évidemment, se fait l'écho de ce que les associations membres lui font remonter du terrain. Et mais est-ce qu'il n'y a en pas toute une logique, dans l'autre sens, voilà. Vous donnez une réponse qui est courte, qui satisfera pas le grand public. Mais vous avez, par exemple, les représentants du CRIF en province sont en même temps représentants du consistoire, sont en même temps représentants du Fonds social. Alors, ils vont faire émerger sur le terrain quelle institution? Ça aussi, il y a une difficulté. Est-ce qu'on peut être le représentant de plusieurs institutions en même temps? C'est une bonne question. Alors, ça pose d'abord
Une première question qui est liée à la manière dont fonctionnent les fédérations d'associations. Par définition, les gens qui sont au CRIF sont représentants d'autres associations. C'est à ce titre-là qu'ils siègent au CRIF. Et donc, nécessairement, il peut y avoir ce que vous appelleriez un conflit de casquettes à un moment donné pour savoir quelles associations ils représentent. Bon, il faut avoir aussi un peu de bon sens. Ceux qui prennent des responsabilités au CRIF savent qu'à ce moment-là, ce qui prime lorsqu'ils s'expriment, ça va être leur responsabilité au CRIF. Il n'y a pas de doute là-dessus quand les uns et les autres s'expriment. En revanche, qu'on réfléchisse à la manière dont dans la communauté on peut éviter le cumul de responsabilités chez les uns et chez les autres, bon, bah ça c'est une réflexion qui serait peut-être salutaire, mais qui dépasse la question de la communauté. Jonathan Arfi, on va parler de l'actualité si vous le voulez bien. Il y a quelques jours, un rapport d'Amnesty International était publié qui fait d'Israël un État apartheid. Une pétition d'ailleurs circule encore lancée par Actualité Juive avec le soutien des grandes institutions juives, le CRIF, le Consistoire de France, le Fonds social, le Grand Rabbin de France, des hommes politiques, des artistes, des intellectuels, des hommes de foi, d'obédience très diverses ont déjà signé cette pétition. Comment expliquez-vous cette obsession de la haine de la part d'Amnesty International ? Mais Amnesty International est symptomatique du travers qu'il y a chez un certain nombre d'ONG qui, au fond, sont obsédés par un prétendu statut de victime absolue des Palestiniens. Et au fond, ce qui les intéresse, c'est pas tant le fait que les Palestiniens puissent souffrir de ça ou de ça, c'est le fait que cette oppression viendrait, à leurs yeux, d'un pays et d'un État juif. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, explique pour l'essentiel... Et si ça avait été un État belge face aux Palestiniens, évidemment, on n'aurait jamais parlé. C'est ce qui explique que Amnesty International va consacrer une attention, des ressources et une énergie à Israël qu'il ne se consacrera à aucun autre pays du monde pour en étudier les éventuels travers. Voilà. Bon, nous, ce que nous tenons à rappeler tout simplement, c'est qu'Israël est avant tout, c'est une grande démocratie, que comme la France est un pays où chacun des citoyens a les mêmes droits, et qu'à ce titre-là, elle ne mérite aucunement d'être ostracisée par Amnesty International. Et évidemment, il y a quelque chose de totalement diffamant à ce qu'on lui accole le qualificatif d'apartheid. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et puis, j'invite aussi à une réflexion, c'est de se demander... qu'est-ce que ça veut dire sur le regard qu'on porte sur l'apartheid que de comparer l'histoire de l'apartheid en Afrique du Sud au statut des Palestiniens aujourd'hui? Est-ce que c'est respectueux de ce qu'a été l'histoire de l'apartheid? Est-ce que Amnesty International, à ce moment-là, ne bafoue pas quelque chose du combat juste et légitime qui a été celui, au fond, de l'émancipation de la population noire en Afrique du Sud face à un régime qui l'oppressait et qui était un régime autoritaire? Peut-on imaginer qu'il y ait quelque chose de réellement comparable avec ce qui se passe aujourd'hui en Israël? Ça n'a évidemment aucun sens, et ça traduit pour moi avant tout le fait que c'est une démarche idéologique et que c'est ça qui prime au fond lorsque Amnesty International fait ce rapport et le publie, voilà, comme on l'a vu. D'ailleurs, il y a eu, le monde ne s'y est pas trompé, les grandes démocraties ont réagi. Je regrette publiquement que la France n'ait pas ressenti le besoin de réagir. Peut-être que le président de la République se réserve le moment du CRIF, comme vous dites, c'est l'occasion. Nous serions heureux, effectivement, que le président de la République réagisse au moment du dîner. Je ne sais pas s'il le fera. En tout cas, je note que l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et d'autres démocraties ont dénoncé ce rapport. Comme vous le dites, donc ce rapport du 1er février affirme que la pétition est scandaleuse, calomnieuse et cherche à délégitimer Israël depuis 1948. Et alors, ma question, Jonathan Arfi, les grands États occidentaux, comme vous venez de le dire, les États-Unis, l'Allemagne, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la République tchèque, ont d'emblée rejeté ce rapport. Est-ce que le CRIF, après un moment de flottement, va demander à Emmanuel Macron de condamner avec la plus grande fermeté, peut-être au dîner du CRIF? Alors voilà, bon, sans révéler de secret de ce que sera le discours du président du CRIF et l'échange avec le président de la République au dîner du CRIF, on peut imaginer évidemment que la question de ce rapport d'Amnesty International sera sur la table. Ça a été un traumatisme, je dois le dire, pour les Juifs, de considérer qu'aujourd'hui on pouvait diffamer à ce point-là Israël et qu'au fond aucun de ses alliés dans la société française ne se lèverait fermement pour le dénoncer. Alors il y a eu la pétition lancée par Actualité Juive, où je note que les grandes institutions juives, dont le CRIF bien sûr, ont été à la pointe. Pourquoi c'est pas le CRIF qui a lancé cette pétition? C'était parfaitement coordonné avec le CRIF. Il faut le dire aux auditeurs.
cœur. Il y a eu voilà. Le CRIF a évidemment été associé à la. Il y a une coordination entre les institutions. Voilà. C'est pas quelque chose que dans le CRIF a délégué aussi à Actualité Juive cette mission. C'est très important de le savoir. Ça s'est fait en parfaite coordination avec le CRIF, enfin entre l'Actualité Juive et le CRIF. Mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant dans cette pétition, c'est qu'on retrouve aussi des figures politiques de la société française. Il y a un certain nombre d'acteurs dans la société française qui comprennent qu'à travers ce mensonge d'Amnesty International, il y a quelque chose qui menace la conception que nous avons de la démocratie en France. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qu'il faut souligner, c'est que nous ne sommes pas totalement seuls. Donc le défi pour nous, c'est évidemment de dénoncer et de crier fort, mais c'est surtout de trouver des gens pour crier avec nous. Voilà, donc le rôle du CRIF, c'est d'aller essayer de constituer et renforcer ces alliances. Alors, Yonatan Arfi, pourquoi je vous ai posé cette question? Car le président de la République, il y a 2 ans, à l'Assemblée nationale aussi et le Sénat ont adopté la définition que vous rappeliez opérationnelle pour la mémoire de l'Holocauste pour lutter contre toute forme d'antisémitisme. Alors la France doit-elle être cohérente ainsi? Et c'est ce que vous demandez, joindre les actes à la parole? Oui, si vous voulez, notre approche, elle est simple, elle est de dire que lorsque le président de la République en 2019, puis ensuite, effectivement, vous le rappeliez, l'Assemblée nationale, puis le Sénat endosse la définition de l'IHRA sur l'antisémitisme qui dénonce toutes les formes d'antisémitisme, c'est-à-dire explicitement, y compris l'antisionisme et la haine obsessionnelle et systématique d'Israël. Lorsque ce rapport d'Amnesty International sort, pour nous, il entre clairement dans cette catégorie. Il y a quelque chose de stigmatisant vis-à-vis d'Israël dans le fait de lui accoler le qualificatif d'apartheid. Il y a quelque chose qui nous paraît relever d'une obsession d'Israël, enfin une obsession anti-israélienne scandaleuse. Et de ce point de vue-là, on aurait trouvé opportun que ceux qui ont jugé bon de soutenir la définition de l'IHRA montent au créneau pour précisément en dénoncer une première ou une illustration supplémentaire. Alors, comme la tradition le veut, le CRIF n'appellera jamais à voter pour tel ou tel candidat à la présidence de la République, et c'est à son honneur. Mais j'ai une dernière question, Yonatan Arfi. En juin aura lieu l'Assemblée générale du CRIF. Et est-ce que vous serez candidat à la présidence du CRIF? Alors, c'est trop tôt pour répondre à cette question. Il y a un appel à candidature qui a été envoyé. Ce n'est pas secret, qui a été envoyé à l'ensemble. Certains murmurent que Yonatan Arfi serait éventuellement candidat à la présidence. On verra bien le moment venu. C'est à ce stade prématuré. L'actualité du CRIF, d'abord, c'est avant tout celle du dîner du CRIF. On vient d'en parler. Vous êtes sous pression de beaucoup de gens qui vous demandent de présenter votre candidature. Bon, il sera temps d'y répondre. Voilà, le moment venu, on verra. Moi, ce qui m'importe à ce stade, c'est surtout que le CRIF, dans les prochains mois, poursuive pleinement son action. Je veux rappeler 2 moments. Le dîner du CRIF, on vient d'en parler, mais aussi une soirée que nous tiendrons le 21 mars, qui sera pour commémorer les 10 ans de l'attentat d'Otsar Hatorah, donc à Toulouse. Une soirée, donc il y aura un hommage national à Toulouse le 20 mars, mais nous ferons une soirée à Paris, au Bataclan, le 21 mars au soir, pour laquelle, évidemment, nous inviterons l'ensemble des auditeurs qui souhaitent assister à cette soirée à venir y assister, parce que ce sera aussi un temps important. Est-ce que ça relevait de l'autorité du CRIF d'organiser cet hommage des victimes d'Otsar Hatorah à Toulouse? C'est important pour le CRIF? Bien sûr que c'est important pour le CRIF. Je veux dire, ce qui est important, d'abord, le CRIF a des statuts qui ont été définis au moment de sa création, je rappelle, dans la clandestinité pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la période de la Shoah, où, au fond, les fondateurs du CRIF ont considéré que ce qui devait être important pour le CRIF, c'est la mémoire de la Shoah, la lutte contre l'antisémitisme, les questions de République, vivre ensemble, et le soutien à Israël. Donc, quand, évidemment, un acte antisémite a été commis en France, c'est le rôle du CRIF de s'assurer que la France n'oublie pas. C'est ce que nous devons aux victimes, et c'est ce que, par ailleurs, nous devons aussi à nous-mêmes pour tirer les leçons de ce qui s'est passé. Donc, après le dîner fin février, le 20 mars, vous nous dites, au Bataclan... Le 21 mars, oui. Le 21 mars aura lieu un hommage aux victimes de l'attentat de Toulouse. Yonatan Arfi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon courage et à très bientôt. Merci.